Cette semaine, en jeu, une nouvelle superbactérie menace la population, mais cette fois à l'extérieur des hôpitaux. C'est des histoires d'horreur et c'est à nos portes, ça c'est sûr. Ça peut frapper tout le monde et n'importe qui. On sait maintenant qu'en allant à l'hôpital, on peut contracter une bactérie qui tue. Des centaines de personnes en meurent chaque année au Canada. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'une superbactérie peut maintenant s'attaquer de façon foudroyante à des gens sains dans la communauté, à l'extérieur des hôpitaux. Et souvent, ce sont des jeunes en pleine santé qui en sont victimes. Je commence à crier. Oh, moi, j'ai des couteaux dans le dos, ça fait mal. Appelle l'ambulance, je vais mourir. Après les maladies nosocomiales, le SARM et le C difficile, voilà que le SARM communautaire est en train de s'installer d'un bout à l'autre du Canada, alors qu'il constitue déjà une épidémie aux États-Unis. Malgré tous nos efforts, le taux de mortalité est très élevé. À 18 ans, Jessica avait toute la vie devant elle. Étudiante au cégep, elle envisageait aller à l'université. Belle, grande, un look d'enfer. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait et fréquentait régulièrement le gym. Fin du conte de fées. Je sentais comme si j'avais la grippe ou comme si je venais de sortir du gym, puis je sentais tous mes muscles faibles. J'ai passé au médecin, puis là, il m'a dit que c'est normal, c'était une grippe musculaire, puis que ma mère, elle avait juste à me donner des Tylenol. Le rendu à midi, Jessica, elle se peut plus, elle fait de la fièvre, puis tout ça. Là, je la couche dans mon lit. Par la suite, pour faire baisser la fièvre, je fais couler un bain. Là, à 2h l'après-midi, elle commence à crier au cou. J'avais vraiment de la misère, puis j'avais de plus en plus mal. Fallait qu'elle fasse attention à mes doigts parce que j'avais vraiment mal aussi. Et là, rendu à 5h le soir, là, c'était les cris. Elle criait « J'ai des coups de couteau dans les jambes, dans les bras, partout. » Là, j'essayais de toucher le bout des doigts. Impossible. Je commence à crier. Oh, moi, j'ai des couteaux dans le dos, ça fait mal. Appelle l'ambulance, je vais mourir. Je me souviens que l'ambulance est venue. Là, ils ont demandé à ma mère si j'ai pris des drogues ou quoi que ce soit. Moi, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Elle criait au meurtre. C'était la seule que t'entendais à l'urgence. La seule. J'en avais mal au ventre. C'est un cas extraordinaire. Elle s'est présentée ici en choc, un choc septique, donc hypotension, atteinte sensorielle, elle faisait de la fièvre, et on l'a investiguée, elle avait des lésions cutanées. Le lendemain, elle commençait à avoir les bouts des doigts noirs, comme une méningite. Alors, au début, c'était la méningite pour eux autres, mais par la suite, en suivant tous les tests, c'était plus la méningite, c'était le coma. On suspectait une endocardite et on a prouvé qu'elle avait une infection à SARM communautaire dans le sang qui s'est attaquée à ses valves cardiaques. Et à partir des valves cardiaques, elle s'est envoyée des multiples embolies cérébrales. Elle a développé de multiples abcès cérébraux, des abcès géants dans certains cas. Alors que c'était un cas extraordinaire, presque désespéré et désespérant. Soins intensifs, coma, de multiples lésions cérébrales. Littéralement, son cerveau ressemblait à un gruyère, un fromage gruyère. Il n'y avait plus de signes vitaux, il n'y avait plus rien. Là, c'était alarmant. Pour nous, elle était presque décomptée. Ça, c'était au stade aigu de la maladie, lorsque c'est présenté. Alors, on voit, en fait, de multiples abcès cérébraux de grande taille au cervelet et dans le reste des deux hémisphères crâniens. En fait, son cerveau était littéralement farci de multiples abcès. Tous répandu. Très répandu partout. Tous dus au Staph aureus résistant à la méthicilline, au SARM. Le SARM dont parle le docteur Poisson de l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est le Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline. C'est cette fameuse bactérie qui, nous l'avons démontré il y a 3 ans, cause une épidémie rampante dans nos hôpitaux. Moi, j'ai attrapé le SARM dans la salle de bloc opératoire ici. Lors d'une intervention.
À elles seules, les bactéries acquises à l'hôpital font plus de morts que les accidents de la route. Plus de 8000 personnes en meurent chaque année au Canada. Mais Jessica, elle, a contracté le SARM sans être hospitalisée ni être entrée en contact avec un patient infecté. L'origine présumée de son infection était peut-être du body piercing. Elle avait du body piercing à gauche et à droite, dont un au niveau de la langue. Qui ferait une porte d'entrée. Qui constituait vraisemblablement une porte d'entrée. Heureusement pour Jessica, le microbiologiste Michel Poisson suivait l'évolution aux États-Unis d'une nouvelle bactérie qui, depuis le début des années 90, s'attaque aux gens dans la communauté, d'où son nom SARM communautaire. Une toute nouvelle superbactérie qui commence à faire son apparition à Montréal. Quand on fait son profil génétique, on se rend compte qu'il est différent du SARM dans le milieu hospitalier. Donc, ce n'est pas un déversement de ce qui se passe à l'hôpital dans la communauté, c'est une nouvelle souche. La souche de SARM communautaire est plus agressive, même si elle est moins résistante à certains antibiotiques. Sa virulence ressemble parfois à la bactérie mangeuse de chair, comme l'a constaté la mère de Jessica. Pendant qu'elle était dans le coma, la bactérie mangeait toute la peau, ses ongles d'orteil, les bouts des doigts, son oreille. Elle n'avait en dessous des pieds vraiment, là, je vous dis, là, la peau, là. Si un enfant a une infection au staphylocoque, il y en a partout dans la chambre. Que vous touchiez au lit ou à n'importe quelle partie de la chambre, la bactérie est là. Et je crois que les gens ne réalisent pas ça. C'est le docteur Robert Dome, pédiatre et infectiologue au Comer Children's Hospital de l'Université de Chicago, qui a été le premier à sonner l'alarme. Le MRSA communautaire, comme on l'appelle dans le monde anglophone, ne touchait plus seulement les personnes très malades dans les hôpitaux. Des bébés et de jeunes enfants se présentaient de plus en plus souvent à l'urgence en hurlant de douleur et décédaient après quelques jours. On a l'exemple d'enfants qui sont en pleine santé à l'heure du lunch et qui arrivent à l'urgence et décèdent avant minuit. C'est donc une dégradation rapide et agressive avec choc septique. Malgré tous nos efforts, le taux de mortalité est très élevé. Le SARM communautaire ne frappe pas tout le monde de façon aussi dramatique. Il faut d'abord dire que 30% de la population est porteur de la bactérie à un moment ou à un autre, et ce, sans aucune conséquence. Dans la majorité des cas d'infection, il s'agit d'abord et avant tout d'une infection de la peau ou des tissus mous. C'est un type d'infection de la peau très spécifique qui ressemble à une piqûre d'araignée et qui se répand rapidement. C'est très commun. Souvent aussi, il y a enflure semblable à un bouton ou un furoncle qui grossit et suppure. Comment on le transmet à une personne? La voie préférée, c'est par le contact. C'est-à-dire qu'une personne est porteuse, je la touche et je touche mon visage. Et voilà, on vient de le transmettre. Aucune statistique sur l'ampleur de l'épidémie n'existe au Canada ni même aux États-Unis. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que chez nos voisins, plus de 50% des cas de Staphylococcus aureus qui se présentent aux urgences sont des SARM communautaires. Un problème de taille si on considère que la plupart des médecins, même les urgentistes, peuvent difficilement identifier la bactérie. Pour le docteur Carl Weiss de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, l'important, c'est avant tout un bon diagnostic. Mais ce n'est pas tellement la sévérité qui peut être problématique, c'est le fait que le type de traitement qu'on doit donner va être différent du traitement qu'on donnera habituellement. Et si on n'est pas sensibilisé à cette notion-là, le problème, c'est qu'on pourrait passer à côté. Comment on fait pour dépister le SARM communautaire? On a dû commencer à se dire qu'une simple infection de la peau, comme un abcès, est un SARM, jusqu'à preuve du contraire. Si l'infection n'est pas traitée rapidement, elle peut se répandre en quelques jours ou même quelques heures dans le sang et les os. Cette souche est un peu comme la pointe de l'iceberg. Elle n'est pas fréquente, mais 50% des victimes en meurent. Une personne sur deux sérieusement infectée par la superbactérie qui meurt de façon foudroyante, ce n'est pas une mince affaire. Un des constats les plus alarmants, dans les 5 dernières années, ce sont les jeunes enfants qui sont surtout touchés. 25% de plus dans les unités pédiatriques du Dr Dome.
On pense que les enfants sont plus souvent touchés par le SARM communautaire que les adultes. Mais il y a plein d'histoires d'adultes infectés par cette bactérie qui dépérissent tout aussi rapidement. Le nouveau staphylocoque doré ne s'embarrasse pas de frontières. On parle maintenant de pandémie aux États-Unis, d'épidémie en Europe de l'Ouest, et la superbactérie s'installe présentement au Canada. D'abord dans l'ouest du pays, où dans une ville comme Calgary, on compte de 1 à 2 nouveaux cas par jour. Montréal et Québec ont aussi rapporté des cas. Confinés d'abord dans certains milieux, notamment les utilisateurs de drogues intraveineuses, les détenus, des communautés amérindiennes, l'armée, on retrouve le SARM communautaire maintenant dans les garderies, les équipes de sport et même dans la lutte olympique. Et souvent, c'était des gens qui étaient relativement jeunes, en bonne santé et sans facteur de risque particulier. Ça peut frapper tout le monde et n'importe qui, si vous voulez. Il semble que les sportifs qui se touchent durant un match sont plus atteints. Ici, aux États-Unis, nous avons eu des éclosions dans les équipes professionnelles de football. Des équipes américaines de football professionnelles comme les Dolphins de Miami ont recensé de nombreux cas de SARM et certains joueurs ont dû abandonner leur saison à cause de l'infection. À Toronto, 2 joueurs de baseball des Blue Jays ont été retirés du jeu suite à des infections de peau. Après la pause, l'incroyable histoire d'une future vedette de football foudroyée par la superbactérie en moins de 24 heures. J'étais sous le choc. J'étais catastrophée. C'était une infection foudroyante, d'une agressivité et d'une virulence nouvelles pour moi. Nous sommes au collège Lycoming à Williamsport en Pennsylvanie. Ricky Lanetti a attendu ce jour toute sa vie. C'est la finale des éliminatoires du football national collégial. Ricky a brillé tout l'automne à Lycoming, brisant tous les records de la Ligue. Ricky, c'est le numéro 19, le receveur sur lequel toutes les mires sont braquées. Mais sa plus grande admiratrice, c'est sa mère. C'était la star, le cœur de l'équipe. Il brisait tous les records. C'était très excitant de le voir jouer. Ici, ce sont les records qu'il a fracassés. Frank Girardi, son entraîneur, vante non seulement ses talents de joueur, mais aussi ses qualités morales. C'était un leader, un vrai chef d'équipe. Il était très efficace et les jeunes l'admiraient. Mais ce soir-là, dans son dortoir, Ricky a les yeux grands ouverts. Ce n'est pas la tension du match à venir qui le tient éveillé. C'est la fièvre, cette grippe qui s'est jetée sur lui entre 2 pratiques pendant la semaine. Et surtout, il a des douleurs insupportables. Mais à 21 ans, un héros super entraîné ne doit pas se plaindre. C'était une semaine bizarre. Il est venu à la pratique le lundi. Mardi, il a commencé à se sentir malade. Mercredi, il n'était pas à la pratique. Il est resté dans sa chambre. Il se sentait grippé. Je savais qu'il était malade car il ne manquait jamais ses pratiques, surtout qu'ils allaient jouer pour le championnat. Il devait être très malade pour manquer ça. Teresa a parlé à Ricky presque tous les jours au téléphone cette semaine-là. Je savais que ça n'allait pas. C'était dans sa voix. J'avais un mauvais pressentiment. Probablement parce que je suis sa mère. Teresa n'a jamais manqué une performance de son fils depuis qu'il est tout petit. En faisant les 3 heures de trajet qui séparent Philadelphie de Lycoming College, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond dans la vie de son grand garçon. Je suis arrivée le vendredi soir. Je voulais qu'il vienne dormir à l'hôtel avec moi. Il m'a dit qu'il était très fatigué, qu'il voulait dormir. Tu viendras me chercher demain matin.
Dans son lit, Ricky n'en peut plus. À 4 heures du matin, il appelle sa mère et lui demande d'aller le chercher. C'était au-delà de ce que j'avais imaginé. Il ne pouvait pas marcher. Ses amis l'ont transporté jusqu'à ma voiture. Il était faible, ses jambes lui faisaient mal. Je ne pouvais pas croire qu'il soit malade à ce point-là. Une fois dans les bras de sa mère, son état continue à se dégrader. Avec la direction de l'équipe de football, Terry décide de le rentrer d'urgence à l'hôpital. À l'urgence, il était en état de choc, probablement un choc septique dû à une infection quelconque. On nous a dit, il est très très malade, mais s'il passe la nuit, il va s'en tirer. Je me suis dit, il a 21 ans, il est en santé, il est fort, il va passer à travers. Vu la gravité de son état, Ricky est transféré aux soins intensifs que dirige le Dr. McCauley. Quand vous l'avez vu, pensiez-vous qu'il allait s'en sortir? Oui, sa pression était basse, mais il réagissait bien à la médication. Il était éveillé et il parlait. C'était de toute évidence un gars solide, un athlète. Il ne savait pas ce qu'il avait. Plus il passait des tests, plus il constatait que ses organes ne fonctionnaient pas. Ses reins étaient pleins de sang, son foie était gonflé, il avait de l'eau sur les poumons, son cœur battait anormalement, sa pression était mauvaise. Tout ce qui pouvait aller mal, allait mal. Puis, il s'est mis à se détériorer malgré les médicaments. Sa respiration était difficile, on a dû le mettre sous ventilateur mécanique. À ce moment, on a commencé à craindre pour sa vie. Dehors, une tempête fait rage et le match de football est remis au lendemain. Les coéquipiers de Ricky peuvent ainsi venir le saluer une dernière fois. C'était très émotif. Ils voyaient leurs camarades, leur leader, leur meilleur ami, mourant sur un lit d'hôpital. Il avait peur, ça se lisait dans ses yeux. Il savait que ça n'allait pas du tout. À 19 heures, le décès de Ricky est constaté. Il était hospitalisé depuis à peine 12 heures. Ricky est mort d'une défaillance d'organes multiples. Défaillance des reins, des poumons, du cœur, du foie. Presque tous ses organes ont lâché. Ce n'est que beaucoup plus tard, lors de l'autopsie, que le pathologiste identifiera la bactérie coupable d'un tel carnage. Le SARM communautaire, que le Dr. McCauley n'avait pas encore vu dans sa pratique. Aviez-vous déjà vu un cas de SARM communautaire? Pas de ce type. C'était une infection foudroyante, d'une agressivité et d'une virulence nouvelle pour moi. J'étais sous le choc. Je ne savais pas ce qu'était le SARM. J'étais catastrophée. Comment un jeune de 21 ans peut être en santé un jour et mourir le lendemain? C'est incroyable. Le lendemain, ses coéquipiers, la mort dans l'âme, jouent leur match pour Ricky. L'émotion dans les vestiaires était à son comble. J'ai jamais vu ça. Ils avaient tracé son numéro dans la neige et ils avaient tous son numéro sur leur casque. Les meneuses de claques avaient le numéro 19 sur leur chandail. On lui a rendu un bel hommage. Après la pause, mieux vaut prévenir que guérir. Si on laisse faire les choses, on pourrait se retrouver rapidement à un niveau de problème qui va être beaucoup plus difficile à gérer dans le futur. Trois ans après cette horrible journée, Teresa est hantée par l'idée que son fils est mort à cause d'un simple furoncle.
car dans son rapport d'autopsie, le pathologiste avait remarqué que Ricky avait un bouton sur une fesse qui aurait pu servir de porte d'entrée au staphylocoque mortel. Une mort qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être évitée. Il a probablement développé une infection sur la peau. Souvent, une personne peut être porteuse de la bactérie dans le nez et ça se développe dans la gorge, puis ça descend dans les poumons et ça se transforme en pneumonie. Il peut l'avoir contracté dans un environnement sportif. Teresa vit littéralement dans un sanctuaire voué à la mémoire de son fils. Elle a créé une fondation pour alerter les autorités politiques et médicales à l'éclosion du SARM dans la société. Elle tente de sensibiliser les sportifs à changer leurs mœurs et leur mentalité, comme cesser de partager des objets de toilette et faire vérifier éraflures et boutons. C'est difficile parce que les jeunes garçons, surtout, ont été entraînés à ne pas se plaindre pour un mal de tête ou un mal de ventre. À 18, 19, 20 ans, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Est-ce qu'on partage encore les serviettes, les lames de rasoir, le gym? De temps à autre, oui, mais on est plus prudent, on est plus sensible aux problèmes. C'est trop important. Quelqu'un qui meurt à cause d'une éraflure, c'est tragique. La campagne de la mère de Ricky Lanetti n'est qu'une goutte d'eau pour enrayer l'épidémie qui est à nos portes. À Chicago, le Dr Dome déplore le fait que le CDC, l'organisme américain de contrôle des maladies, ait été si lent à réagir. Le CDC est maintenant d'accord avec moi. Il y a une épidémie de SARM aux États-Unis. C'est étonnant qu'il ne soit pas encore sur le terrain. Je travaille en infectiologie depuis 1978 et je n'ai jamais rien vu de tel. Au Canada, les responsables de la santé publique de tous les paliers de gouvernement reconnaissent l'importance du SARM communautaire et ils ont émis des recommandations de diagnostic et d'hygiène. Le Dr Carl Weiss participe au programme canadien de surveillance des maladies nosocomiales. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait des ressources qui soient allouées peut-être plus au SARM communautaire, tout simplement pour en connaître l'ampleur et pour savoir jusqu'à quel point il peut être un problème pour notre système de santé. Parce qu'évidemment, si on laisse faire les choses et on ne surveille pas trop ça, on pourrait se retrouver rapidement à un niveau de problème qui va être beaucoup plus difficile à gérer dans le futur. Et cette menace se double d'une autre. Ceux qui sont infectés doivent aller à l'hôpital pour se faire traiter. Ils menacent ainsi d'introduire ce nouveau SARM dans un endroit où les gens sont déjà malades et affaiblis. On commence à voir un mélange des deux types de bactéries. Le SARM hospitalier et le SARM communautaire se ressemblent de plus en plus. On commence à voir un chevauchement des deux souches. Le monde idéal, c'est un hôpital spécialisé, surspécialisé, avec seulement des chambres seules, avec des toilettes dans chaque chambre. Alors ça, tout de suite, vous allez couper la transmission de patient à patient. Et ensuite, du personnel qui est mieux formé, qui va mieux connaître l'infection en général, le concept d'infection, le concept de transmission, etc. Et ça va des médecins aux infirmières jusqu'à l'entretien ménager. Dans son malheur, Jessica a quand même eu la chance d'être hospitalisée dans une institution où des infectiologues savaient que le SARM communautaire fait des ravages aux États-Unis et qu'il était à nos portes. Et malgré un diagnostic rapide, elle est tombée dans le coma moins de 24 heures après son arrivée à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Quand j'étais dans le coma, moi, je pensais que c'était dans un rêve. Parce que moi, on m'a dit que je rouvrais mes yeux. Mais là, c'est pour ça que je pense que c'était un rêve. Moi, j'étais sûre que je rêvais. Parce que je voyais les images. Je voyais ma grand-mère des fois. Je voyais ma mère, ma tante. Je voyais mes amis qui venaient me voir. 18 jours de coma. On lui administre des doses massives de vancomycine. On craint que si elle se réveille, elle demeure dans un état végétatif. Pas facile pour une mère. Ça, c'est un dimanche au soir. Me dire, bien, madame, il va peut-être falloir penser à la débrancher.
Ils m'ont montré son cerveau complet qui était complètement noir. Pour moi, là, c'était me dire que c'est fini. Tu sais, c'est... Fait que là, tu penses que c'est fini parce que là, ils veulent que tu restes là. C'est comme des derniers moments de vie. Là, je suis rentrée. J'ai mis mon petit masque mitigant, tout ça. Là, je suis allée parler à Jessica, mais pas dans douceur. Là, Jessica, là, tu vas prendre ta décision ce soir parce que moi, je veux pas la prendre pour toi, la décision. Là, je suis partie de la chambre en pleurant. Là, je ris, mais là, je riais pas. Alors, le lendemain, quand je suis revenue à l'hôpital, elle était assise dans le lit. Ma réaction, c'était « Qu'est-ce que vous y avez fait? » Là, pour moi, là, c'est un choc, parce que là, ils m'ont dit « On vous attendait pour la détuber. » Le réveil est effectivement brutal. Jessica est en vie, mais tout est à refaire. Fait que je pouvais pas parler, là, je pouvais rien faire, même pas manger, je pouvais juste ouvrir ma bouche, non. Pas parler, je parlais, je chuchotais, manger, il fallait qu'il me fasse manger, puis je pouvais pas bouger. Elle mettra 1 an de réadaptation pour redevenir autonome. Il lui a fallu même réapprendre à écrire. Mais le SARM communautaire lui a volé plus que du temps. Pour le moment, ça a attaqué tout mon côté droit de mon corps. En particulier, il y a ma main droite. Je sens plus vraiment mon majeur avec l'index puis l'annulaire. Mais je suis rendu que je suis plus capable d'écrire. Je me suis habituée avec cette faiblesse-là. On a un scan récent qui montre une guérison à toute pratique complète. Il ne reste que des séquelles cicatricielles, si on veut. Il n'y a plus rien, plus d'infection au cerveau. Il n'y a plus d'infection, il ne reste que des cicatrices. Mais à votre avis, elle a à peu près plus de séquelles inquiétantes, en tout cas? Elle n'a pas du tout pour moi. Pour moi, elle est redevenue ma Jessica.